Coucou! Alors dans ma dernière vidéo, je vous avais proposé de me poser des petites questions pour pouvoir faire une vidéo FAQ et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Alors il y en a beaucoup finalement, beaucoup plus que ce que j'imaginais. J'espère que je vais réussir à répondre à tout dans une seule vidéo parce que j'ai déjà fait une vidéo FAQ sur ma chaîne et en fait elle était hyper longue. En plus de ça, j'avais essayé de faire des tuteurs en même temps, donc j'avais les mains occupées, j'avais du mal à me concentrer. Je suis pas du tout contente de cette vidéo, donc je suis plutôt contente d'en refaire une. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment envie de faire un truc d'une durée beaucoup plus raisonnable. Et puis je ne vais rien faire en même temps. Je vais pas voilà, rempoter des plantes ou des trucs comme ça, vu que j'ai du mal à me concentrer sur ce que je dis et à faire quelque chose avec mes mains en même temps. Du coup, je vous avais demandé de me poser un peu tout type de questions et globalement, vous m'avez posé des questions soit sur les plantes, soit des questions sur la psycho, soit des questions perso quoi. Donc j'ai décidé de répartir un petit peu la FAQ comme ça. Ceux que vraiment la psycho n'intéresse pas ou que les trucs perso n'intéressent pas, ils peuvent voilà, zapper toute la partie psycho, toute la partie perso, etc. Au départ, je me demandais si j'allais dire le nom ou le pseudo de la personne qui me posait la question. Je trouvais ça sympa de le faire, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait peut-être certains et certaines qui, pour x, y raison, préféraient en fait enfin, voilà, rester anonyme, que je le dise pas. Donc du coup, dans le doute, vu que je ne sais pas, je ne vais pas le dire. En tout cas, avant qu'on commence, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir pris le temps de me poser toutes ces questions, voilà, d'avoir répondu présent à ma proposition de faire une FAQ. Ça me fait plaisir du coup de pouvoir répondre à tout le monde en vidéo. Je précise quand même que comme j'ai vraiment envie de répondre à toutes les questions que j'ai reçues, je vais peut-être pas pouvoir passer énormément de temps sur chaque question. Il y en a qui mériteraient parfois voilà, une vidéo à part entière. Donc voilà, je vais quand même essayer de pouvoir enchaîner un petit peu vite, sinon la vidéo va être très très longue. Donc c'est parti pour du blabla et encore du blabla quoi. Alors la première question, qui est une question qui est revenue quand même 2 ou 3 fois je pense, c'est que pense ton homme de cette jungle ou que pense ton copain de cette jungle. Donc voilà, ce que pensait globalement mon copain du fait que j'ai et donc qu'on ait du coup chez nous autant de plantes. Mon copain franchement j'ai de la chance parce que c'est quand même quelqu'un qui est hyper facile à vivre. C'est vraiment quelqu'un qui est très compréhensif, voire même un peu, enfin il est un peu je m'en foutiste en fait. Il est un peu vraiment dans le... Après, c'est vraiment quelque chose qui l'intéresse pas du tout. Il s'intéresse pas du tout aux plantes, mais il accepte ma passion et il accepte la place que ça prend. Même si dans la période où j'étais un peu en phase d'achat compulsif, la première année où j'achetais de plus en plus de plantes et où la quantité grandissait vraiment de plus en plus, sans que j'ai l'air de vouloir me limiter, enfin voilà. Je pense que là, il s'inquiétait un petit peu. Et puis parfois, il va se plaindre, notamment à une époque, j'avais pas mal de plantes qui commençaient à venir devant la télé, qui commençaient à cacher un peu la télé. Donc là, il se plaignait parce que du coup, voilà, fallait déplacer les plantes à chaque fois qu'on regardait la télé. Ou il va râler un petit peu, mais gentiment, quoi. Plaisanter s'il y a une plante dans le chemin ou quand on est sur le canapé et qu'il y a une liane comme ça qui commence à lui arriver un peu dans la tête, voilà, il râle ou il fait semblant de râler. Ensuite, quelqu'un me demandait si j'avais parfois des moucherons de terreau. Alors oui, ça m'est arrivé, moins maintenant, mais notamment la première année, je pense que quand j'arrosais peut-être un peu plus mes plantes, voire un peu trop mes plantes et que les terreaux restaient humides plus longtemps, ça m'arrivait d'avoir pas mal de moucherons de terreau. J'ai eu 1 ou 2 infestations la première année. Maintenant, comme je sous-arrose beaucoup et que mes terreaux sont rarement humides longtemps, ça m'arrive beaucoup moins. Ça doit faire quand même assez longtemps que j'ai pas eu de soucis de moucherons de terreau. Il y en a peut-être une fois de temps en temps, mais c'est extrêmement exceptionnel. En tout cas, rien à voir avec ce que j'ai pu connaître. Et moi, à l'époque, j'avais utilisé les plaquettes jaunes, vous savez, autocollantes, qui ont été plutôt efficaces, qui sont très moches, on va pas se mentir, mais qui ont été plutôt efficaces. J'avais utilisé de la terre de diatomée, qui est un insecticide naturel, donc que j'avais mis sur le dessus de mes pots, sur la surface, en couche assez épaisse quand même, et ça a réglé le problème quasiment instantanément sur les plantes qui étaient infestées. Après, quand on met de la terre de diatomée, faut savoir, c'est qu'il faut pas arroser après, parce que déjà quand la terre de diatomée est mouillée, elle perd son efficacité, et puis en plus, s'il y en a un tout petit peu qui passe dans la terre, c'est pas toxique pour la plante, mais s'il y a toute la terre de diatomée qui est absorbée, là ça fait beaucoup trop. Et donc du coup, moi ce que je faisais, c'est que je laissais sécher, je mettais de la terre de diatomée, et ensuite j'arrosais pas pendant un certain temps, ou alors si j'arrosais par le bas, et pour réarroser normalement, j'avais enlevé la grande majorité de la terre de diatomée. Par contre, il faut faire gaffe, moi je trouve, aux terreaux qu'on utilise. En fait, ça m'est arrivé de recevoir des terreaux qui étaient déjà infestés de
moucherons finalement, et ensuite bah voilà, faut faire gaffe pour pas si on commence à rempoter toutes nos plantes avec, là c'est la galère. Ensuite il y a quelqu'un qui me disait que du coup elle avait constaté que j'avais pas mal de plantes devant ma baie vitrée, notamment des plantes qui étaient suspendues, voilà, collées à la baie vitrée, et que j'avais dit que j'étais quand même au sud, et donc elle m'expliquait qu'elle aussi elle avait du coup de grandes baies vitrées, mais qu'elle n'osait pas suspendre ses plantes près de la vitre parce qu'elle avait peur que ça brûle les feuilles. Alors effectivement oui, j'ai une grande baie vitrée orientée sud-ouest et j'ai beaucoup de plantes qui sont collées à ma baie vitrée. Alors déjà moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que pendant l'automne, l'hiver et le printemps, le soleil ne tape pas assez fort qu'à chez moi pour que ça abîme les plantes. Donc du coup, pendant toutes ces périodes-là, moi j'ai remarqué aucun souci sur aucune plante, jamais eu de brûlure liée au soleil direct, et pourtant j'ai du soleil direct vraiment qui passe chez moi. Vous avez peut-être pu le voir dans ma dernière vidéo où la pièce était très ensoleillée quoi. Mais voilà, à part l'été, le soleil ne tape pas assez fort. Par contre l'été, ça arrive régulièrement. Voilà, que ça tape trop fort, et moi bah, j'ai mis un voilage que je tire souvent l'après-midi parce que en général ça va taper fort l'après-midi. Alors en période de canicule je vais même carrément fermer en grande partie les volets. Alors après il y a certaines plantes, comme elles sont vraiment suspendues directement devant la baie vitrée, et bah, quand je tire les voilages en fait elles se retrouvent derrière et donc ça ne les protège pas. Je sais pas enfin elles sont derrière le rideau quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là je mets quand même des plantes qui sont assez tolérantes au soleil direct, donc notamment des cactées et succulentes. J'ai mon cactus monkey tail et mon sedum burrito qui sont devant, et puis des Hoya. Moi je trouve que les Hoya tolèrent assez bien le soleil direct. Les pothos aussi je trouve tolèrent plutôt bien, mais après chez moi c'est un peu ça passe ou ça casse quoi. Je pense qu'il faut essayer, puis ensuite il faut aussi que les plantes puissent peut-être s'habituer progressivement. Une plante qui recevait aucun soleil direct, si d'un coup tu la mets en plein été sous le cagnard à une fenêtre plein sud, je pense que là c'est chaud quand même. Mais moi comme elles sont toute l'année très proches de la fenêtre, et donc quand progressivement au printemps etc elles ont de plus en plus de soleil, ça chauffe de plus en plus, et du coup c'est assez progressif, et je pense qu'une fois qu'on arrive vraiment au cœur de l'été, sauf canicule hein, ça c'est particulier, et bah voilà, elles se sont déjà un petit peu habituées. Ensuite on me demandait depuis combien de temps j'étais passionnée par les plantes, et donc ça fait depuis le premier confinement. Je pense que ça doit faire quelque chose comme 2 ans et demi, donc pas si longtemps hein. Et avant ça, zéro plante, enfin 2-3 cactus que j'ai tués voilà, qui venaient d'Ikea. Mais ensuite quelqu'un me demandait si je mettais de l'engrais. Alors oui, je mets de l'engrais. Je mets de l'engrais en général un arrosage sur 2, tout ce qui est printemps-été. Et sinon le reste du temps, peut-être plus une fois par mois. Ça dépend aussi à quel point la plante continue de pousser, à quel point elle s'est mise en dormance. Une plante qui continue vraiment de pousser au même rythme qu'elle poussait au printemps, par exemple une plante qui serait dans une vitrine, et ben en général je mets presque tout autant d'engrais qu'à la belle saison quoi. Donc ça dépend, mais je trouve qu'avec nos intérieurs chauffés, et en plus maintenant il y a pas mal de personnes qui ont des lampes horticoles ou des choses comme ça, c'est rare qu'il faille arrêter complètement l'engrais de tout l'hiver, parce que il y a quand même pas mal de plantes qui continuent de pousser quoi. Ensuite on me demandait si j'avais des plantes en réserve d'eau et ce que j'en pensais. Et alors oui, j'ai des plantes en réserve d'eau, alors uniquement des plantes qui sont en sphène ou en pont. Alors les plantes que j'ai mis en réserve d'eau, qu'est-ce qu'il y a? Alors j'ai pas mal d'anthurium, soit en sphène soit en pont, j'ai une colocasia aussi, et globalement j'en pense plutôt du bien. Moi je suis plutôt satisfaite, je trouve que ça se passe bien, notamment dans la serre. Enfin les anthuriums dans la serre en réserve d'eau, vraiment ils s'éclatent. En plus je trouve que c'est quand même un gain de temps parce que c'est assez simple de juste remplir quand c'est vide quoi. Donc oui, j'ai des plantes en réserve d'eau, pas beaucoup. J'ai pas non plus envie d'avoir toutes mes plantes en réserve d'eau parce que mine de rien j'aime bien en fait voilà la petite routine d'arrosage classique quoi par le haut. Ensuite, comment t'es venue ta passion végétale? Alors j'en avais parlé dans une vidéo, déjà j'en avais parlé je pense dans ma première vidéo FAQ, et j'en avais parlé aussi dans ma vidéo sur mon rapport aux plantes. Moi il y a eu je dirais 4 facteurs qui ont joué dans l'apparition de ma passion des plantes. Le premier confinement, ma dépression, et le fait de déménager aussi, parce que je me suis retrouvée dans un appartement plus grand, plus lumineux, que j'avais envie de rendre plus chaleureux. Le quatrième facteur, c'est Marion Botanical, tout simplement. Quand j'ai commencé à regarder quelques vidéos pour savoir comment m'occuper de mes premières plantes, et que finalement j'ai bingé toutes les vidéos de Marion Botanical, et c'est ce qui m'a vraiment donné envie d'en avoir plus, et ce qui a fait que j'en ai découvert d'autres, etc. Confinement, dépression, déménagement, Marion Botanical. Et c'est comme ça qu'a débuté ma passion végétale.
Ensuite, combien de temps passes-tu par semaine à t'occuper de tes plantes? Quel budget par mois pour tes plantes? Évidemment, ça dépend des semaines, hein. Mais approximativement, je dois peut-être passer 3 heures par semaine d'arrosage. Alors réparti en général en 3 fois, 3 arrosages d'1 heure. Et puis, selon aussi les rempotages et les soins et voilà les autres trucs que j'ai à faire par rapport aux plantes, ça rajoute peut-être 2 heures dans la semaine. Donc je pense que ça doit être à peu près 5 heures par semaine. Et après voilà, c'est assez variable, parfois c'est plus, parfois c'est moins. Mais voilà, les semaines où j'ai plein de plantes à rempoter, plein de plantes à bouturer, plein de plantes à sauver, etc., plein de plantes à vérifier. Ou alors si je dois traiter des nuisibles, ça j'en ai pas parlé, mais si jamais voilà, j'ai des problèmes de nuisibles, bon voilà, ça peut vraiment grimper quoi. Et ensuite en termes de budget, il y a évidemment les plantes, enfin ça va dépendre si j'achète ou pas des plantes ce mois-ci. À l'époque où j'achetais beaucoup de plantes rares, ça m'est arrivé de dépenser plusieurs centaines d'euros dans le mois. Ça, j'ai essayé d'arrêter. Je vais m'en tenir du coup plus à ce qui va tourner autour des plantes, c'est-à-dire tout ce qui est terreau, substrat, acheter les tuteurs aussi. J'ai fait un calcul très rapide. Je pense que je dois dépenser en tout entre 20 et 50 euros par mois, selon ce que j'ai à racheter. Après, bien sûr, il y a eu, voilà, quand j'ai acheté mes vitrines, mes humidificateurs, des achats un petit peu plus ponctuels comme ça, ces mois-là, c'était beaucoup plus élevé quoi. Si c'est un mois où j'achète, j'ai craqué et j'ai acheté pas mal de plantes, bah pareil, ça grimpe aussi beaucoup. Il y a quelqu'un aussi qui me demandait de refaire un point sur les engrais, les amendements, etc. que j'utilisais. Alors là, j'en ai plus en ce moment, mais l'engrais que je préfère utiliser, c'est la formule équilibrée 666 de AlgoFlash, donc qui va avoir en fait une répartition équilibrée, il me semble, entre azote, phosphore et potassium. Bon là j'en ai plus en ce moment, il n'est pas très facile à trouver je trouve. On peut l'utiliser en foliaire aussi, moi j'essaye de le faire un petit peu notamment pour mes plantes en sphène ou en pont. Après j'utilise parfois aussi quelques biostimulants, notamment de la gamme BioBiz. J'ai du mal à être régulière pour tous ces trucs là, donc moi j'ai tendance à faire un petit peu le strict minimum quoi, le strict nécessaire. Par contre il y a une vidéo de Lucie des plantes en dilettante où elle explique tout ce qu'elle utilise. Voilà, je vous renvoie à sa vidéo parce que je l'ai vraiment trouvée super, moi elle m'a beaucoup aidé justement pour récapituler un petit peu tout ça. Après, moi je trouve que voilà, ça fait beaucoup de produits à utiliser, beaucoup de choses, et j'ai du mal à me rajouter ça à ma routine plante au quotidien parce que après ça devient trop compliqué, trop énergivore pour moi. Donc j'ai tendance à faire un petit peu le strict nécessaire, ce qui n'est pas bien parfois parce que je sais que j'ai des plantes qui en souffrent, mais bon. En parlant de Lucie, il y a quelqu'un qui me demandait à quand le prochain swap. Alors je ne sais pas, mais je me suis vraiment éclatée à faire le premier, donc du coup ça sera avec plaisir d'en refaire un. Que ça soit ouvrir le colis de l'autre ou regarder l'autre ouvrir mon colis, c'est vraiment très fun, enfin un super moment de partage. Après bon forcément ça demande un petit peu d'organisation, un petit peu de préparation, un petit peu de budget aussi. Et puis voilà, ça peut être un petit peu chronophage, mais voilà, bon, c'est clair que j'en referai un jour. Quelqu'un me demandait aussi comment je vivais mon changement de rapport avec les plantes. Alors je pense que du coup tu fais référence à ma vidéo sur l'évolution de mon rapport avec les plantes, où je parle notamment du fait que avec le temps, donc j'ai eu des périodes de compulsion, et puis ensuite progressivement c'est devenu un peu une contrainte, ça a pris beaucoup trop de temps et de place. Et donc ça a été compliqué, et c'était plus le moment de plaisir que c'était avant. Bon, l'évolution n'a pas été fulgurante depuis parce que malheureusement je suis tellement débordée en ce moment que j'ai pas pu vraiment changer mon rapport aux plantes, c'est-à-dire prendre le temps de m'en occuper différemment, d'avoir des vrais moments réservés à ça, etc. C'est toujours, comme je disais dans ma dernière vidéo, un petit peu le rush. Par contre, j'ai commencé vraiment bien à faire du tri. J'ai commencé aussi à m'occuper un petit peu des plantes qui allaient mal et que voilà, que je mettais un petit peu de côté. Et puis j'ai réaménagé un petit peu, alors du coup je vous montrerai dans une prochaine vidéo, mais j'ai pas mal réaménagé le salon pour avoir un petit peu moins la sensation d'être envahie. Et du coup ça va mieux, vraiment je suis plutôt satisfaite de tout ça, mais je pense que j'ai besoin de continuer voilà, à faire des efforts là-dessus, c'est-à-dire continuer le tri et puis voilà, recréer un espace vraiment où je passe du temps avec mes plantes, un espace à moi. J'ai quand même réussi aussi à ne pas trop acheter et ça va beaucoup mieux aussi, j'arrive vraiment à me satisfaire des plantes que j'ai là, même si j'ai toujours des envies, que j'ai quand même fait quelques petits craquages, mais ça n'a rien à voir avec avant. Donc j'ai quand même un rapport un petit peu plus serein, plus apaisé et voilà, ça va mieux. Ça a repris aussi une place un petit peu plus équilibrée dans ma vie.
Donc voilà, c'est sur le bon chemin, j'ai envie de dire, mais c'est pas encore ça. Je pense que ça va encore évoluer. Je continue de me chercher un peu autour de ça. Je vais passer à la partie des questions perso. Et la première question, c'est comment organises-tu ton temps vu tout ce que tu fais? Alors, je m'organise assez mal, pour être tout à fait honnête, mais c'est vrai que j'ai pas mal d'activités différentes. C'est-à-dire que, comme je crois que j'en parlais dans ma dernière vidéo, mais donc 3 jours par semaine, je suis physiquement à mon cabinet. Ensuite, le reste du temps, je fais pas mal de visio-consultations, donc voilà, des consultations à distance en vidéo. Et là, ça va être un petit peu plus éparpillé. Ça va être, voilà, une le soir ici, une le samedi, ça m'arrive même le dimanche. Je suis assez, moi, j'ai une tendance à aimer qu'aucune de mes journées se ressemble. J'aime bien avoir des horaires qui sont très variables, avoir la sensation d'avoir beaucoup de liberté et qu'aucune semaine ne se ressemble. Après, il y a un jour dans la semaine où je donne cours à l'université et puis le vendredi, du coup, j'ai des consultations en général sur la moitié de la journée et l'autre moitié, j'en profite pour filmer, pour tourner. Et puis après, j'ai des trucs qui sont un petit peu plus ponctuels, c'est-à-dire que en général, peut-être entre 1 et 3 fois par mois, je vais donner des formations. Voilà, ça peut durer entre 1 à 3 jours dans des hôpitaux, par exemple, ou alors je vais animer des groupes de parole, des groupes de partage, etc. Donc c'est plus ponctuel, mais ça demande beaucoup de temps de préparation. Et en général, ce qui est un petit peu préparation comme ça de mes cours, de mes formations, ça va être plutôt le week-end, le dimanche. Et c'est notamment là aussi que je vais passer du temps à faire le ménage, à m'occuper des plantes. Beaucoup d'activités différentes, très éparpillées, avec vraiment aucun jour qui se ressemble. Et à la fois c'est ce que j'aime, et à la fois c'est assez fatigant et difficile à organiser. Avant je faisais de la recherche en psychologie aussi, et j'ai arrêté parce que effectivement tout cumuler c'est un petit peu compliqué. J'ai quand même pas mal de difficultés à m'organiser. Je suis obligée de beaucoup passer à l'écrit, de noter beaucoup de choses, etc. Il faut vraiment que j'arrive à visualiser comment ma semaine va se dérouler, qu'est-ce qu'il va y avoir à quel moment, parce que j'ai pas beaucoup de routine, quoi. Je peux vite me sentir un petit peu débordée ou un petit peu tiraillée entre plein de trucs. En plus de ça, moi je suis une grosse procrastinatrice. Comme que des activités indépendantes, finalement, il n'y a personne qui est derrière moi pour vérifier ce que je fais. Et bah du coup, c'est d'autant plus facile de procrastiner. Je peux être un petit peu flemmarde parfois. J'ai appris aussi avec le temps à me mettre de moins en moins la pression et à accepter d'être en retard sur certains trucs, de pas avoir eu le temps de faire certains trucs, que certaines choses soient pas tout à fait comme je voudrais, n'aient pas été faites parfaitement. Enfin voilà. J'apprends aussi à lâcher prise un petit peu là-dessus et c'est un gain quand même en termes de sérénité. Ensuite, quel âge as-tu? Alors c'est vrai, je sais pas si je l'ai déjà dit, j'ai 31 ans. Ça m'a fait vraiment bizarre d'avoir dépassé la trentaine. Parce que pendant très longtemps, c'est quelque chose qui me semblait très très loin d'avoir 30 ans. Enfin, c'était vraiment pour moi l'autre monde, le monde des adultes, la trentaine. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir plus de 30 ans. Ensuite, la monétisation de YouTube t'apporte-t-elle un revenu intéressant? Alors, pas vraiment, non. Alors, pour être tout à fait transparente avec vous, donc en moyenne, je gagne entre... alors, ça dépend parce qu'en fait, en général, je gagnais autour de 100-130 euros par mois. Donc, en gros, pour moi, ça revient à 2 consultations, quoi. Donc, c'est pas très rentable hein, parce que ça me prend beaucoup plus de temps que me prennent 2 consultations. Donc, ça serait beaucoup plus rentable pour moi de faire juste voilà, des consultations à la place. Donc, c'est vraiment pour le plaisir que je le fais. Mais donc, voilà, en général, j'étais autour de 100-130 euros par mois pour 4 vidéos par mois. Donc, ce qui fait aux alentours de voilà, 5 euros de l'heure, peut-être, parce que je dois passer environ peut-être 6 heures par semaine. Une vidéo me prend environ 6 heures. Donc, voilà, pour avoir fait le calcul, c'est environ 5 euros de l'heure, quoi. Donc, c'est pas tellement un revenu, c'est plus une compensation, quoi. Après, ce mois-ci, c'est marrant parce que j'ai fait plus de vues que d'habitude, mais j'ai gagné moins, je suis plus autour de 80 euros. Donc, j'ai l'impression que YouTube a changé quelque chose dans la monétisation, enfin, en tout cas, voilà, que ça a baissé. Et d'ailleurs, Marjorie me disait qu'elle avait la même impression. Mais en tout cas, pour gagner sa vie sur YouTube, il faut vraiment faire des millions de vues. C'est vraiment pas une activité réaliste pour gagner sa vie, quoi. Mais moi, c'est pas du tout mon but. C'est-à-dire que même si j'avais le choix, YouTube, c'est pas ce que je voudrais faire à temps plein parce que, bah, voilà, ma passion, quand même, c'est aussi la psychologie. Donc voilà, malheureusement, je ne suis pas devenue riche avec YouTube et ce n'est pas près d'arriver. Ensuite, quels sont tes projets personnels à court et moyen terme? Alors, faut savoir quand même que je suis dans une phase où je suis pas très branchée projet en ce moment. Enfin, je suis dans une phase un peu au jour le jour. Je sais que dans les prochaines années, j'aimerais bien peut-être partir de Paris. Déjà pour des raisons financières, parce que le prix du logement à Paris, bon... Voilà quoi. Et puis j'ai envie de changement aussi un petit peu. Paris c'est quand même une très grande ville, très bruyante, très un peu hyperactive. Enfin voilà, parfois ça peut être un peu étouffant je trouve. Après sinon voilà, j'ai envie de tranquillement continuer de développer ma chaîne YouTube parce que c'est vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup de plaisir et de satisfaction. J'aimerais bien continuer à me former parce que du coup moi je donne des formations mais j'aimerais bien du coup prendre un petit peu plus de temps pour moi recevoir des formations. Là ça fait un petit moment que j'ai pas acquéri de nouvelles compétences dans ma pratique de psychologue et donc j'aimerais bien bah, voilà, me former à certaines psychothérapies, certains outils psychothérapeutiques
pour améliorer, enrichir un petit peu ma pratique et pouvoir apporter de nouvelles choses à mes patients. Donc voilà, mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, j'ai pas prévu de redevenir salariée, j'ai envie de rester indépendante et de continuer à avoir un emploi du temps assez libre, assez changeant et à mélanger plein d'activités. Et j'aimerais bien me remettre un petit peu à écrire aussi, mais je sais pas trop dans quel contexte. Dans l'absolu, il y a 1 milliard de choses qui me font envie et ça c'est plutôt bon signe parce que c'est vrai qu'à l'époque où j'étais en dépression, j'avais envie de rien. Là, il y a plein de choses dont j'ai envie, c'est plus le temps et l'énergie qui manquent, mais l'envie est là, tout est assez flou encore. Et ça me va très bien comme ça. Je sens pas du tout le besoin d'avoir des projets très définis en ce moment. Mais ça se dessine progressivement, on va dire, et ça se fait petit à petit. Ensuite, as-tu d'autres passions que les plantes? Oui, bah alors déjà la psychologie. Je suis passionnée de psychologie. Alors je sais pas, c'est peut-être un peu triché que de répondre ça vu que c'est aussi mon métier. Mais c'est quand même une vraie passion. Les voyages aussi, c'est quelque chose que vraiment que j'adore, de partir dans un pays et d'aller vraiment partir découvrir ce pays-là, quoi. Donc de passer plusieurs semaines à faire un petit peu le tour du pays. Autant quand je suis à Paris, je suis un peu casanière, j'aime bien rester chez moi. Autant quand je pars vraiment, et j'aime bien partir dans un environnement qui est complètement différent, faire plein de choses. Je suis pas du tout... Alors j'aime bien aussi partir en vacances pour me reposer, mais je suis pas très branchée bronzette à la plage, quoi. J'aime vraiment partir, aller voir des temples dans la jungle, voilà, faire plein de musées, découvrir toute une autre culture. J'aime bien un petit peu la sensation de découverte, d'aventure. Et c'est quelque chose qu'on fait beaucoup du coup avec mon copain. D'avoir la perspective d'un voyage, c'est quelque chose aussi qui permet de donner un petit peu du sens au quotidien, un petit peu plus routinier. Sinon après, je sais pas si on peut parler de passion ou pas, mais il faut savoir que je suis assez engagée dans le militantisme, enfin voilà, dans le féminisme plus particulièrement. Évidemment, c'est des choses dont je parle pas du tout sur cette chaîne parce que voilà, enfin c'est des sujets qui sont un petit peu plus compliqués que les plantes et qui me prennent déjà assez d'énergie au quotidien pour voilà, j'ai pas envie de me lancer là-dedans sur internet, donc c'est pas du tout l'objectif de cette chaîne, mais c'est quand même quelque chose qui est important dans mon quotidien et qui est important pour moi dans ma vie. Et puis sinon après, alors on pourrait plus parler aujourd'hui de centre d'intérêt que de passion, mais j'ai fait de l'équitation pendant très très longtemps, pendant 12 ans, et en fait j'en fais plus en club, mais j'en fais encore quand je pars en vacances, voilà, une balade, une randonnée. Et puis j'aime beaucoup aussi, vous le savez peut-être, la décoration d'intérieur. Pareil, c'est plus un centre d'intérêt qu'une passion, et les jeux de plateau et les jeux vidéo, mais pareil, c'est plus un centre d'intérêt qu'une passion. Et puis après, alors pareil, j'ai un petit peu arrêté, mais je fais un peu d'escalade aussi, alors je faisais plutôt, là j'essaie de m'y remettre, mais j'ai du mal à me motiver. Mais pareil, je pense pas que ce soit une passion. Ensuite, il y a quelqu'un qui me demandait qu'est-ce que faire des vidéos YouTube m'apporte dans ma vie perso. Alors, ça m'apporte pas mal de choses sur le plan personnel, honnêtement. Je prends beaucoup de plaisir à partager. Et ça, c'est quand même avant tout grâce à vous, parce que voilà, vous réagissez beaucoup, vous commentez beaucoup, vous venez me parler. Enfin, donc, si personne ne réagissait, n'interagissait avec mes vidéos, je pense que la sensation de partage, ça serait pas fou. Et peut-être que j'aimerais pas beaucoup dans ces cas-là faire des vidéos. Là, les rencontres aussi, parce que j'ai fait quand même des rencontres qui sont allées au-delà de YouTube, quoi. Évidemment, j'ai Marjorie en tête, mais aussi Lucie des plantes en dilettante, et puis pas mal de personnes à qui j'ai parlé juste par écrit sur Instagram. Donc voilà, du partage, des rencontres, beaucoup de bienveillance aussi. Moi, je suis chaque jour quand même agréablement surprise de voir à quel point dans cette communauté-là, les gens sont sympas, quoi. Pas dans le jugement. En moyenne, voilà, il y a eu 2-3 exceptions, mais comme il y en a partout. Je trouve qu'il y a aussi, moi, quelque chose que ça m'a beaucoup apporté et qui me manquait énormément, c'est l'aspect créatif. Parce que j'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu créatif, le fait de faire des choses, de créer des choses, mais je l'ai jamais beaucoup développé dans ma vie, et c'est vrai que ma profession, enfin le fait d'être psy, il y a vraiment pas de ça. Enfin, être psychologue, c'est très tourné vers l'autre, quoi. C'est vraiment, on donne à l'autre, et je trouve que c'est très agréable, même si sur YouTube et en faisant des vidéos, je donne aussi quelque chose à des gens, mais il y a aussi quelque chose beaucoup plus pour moi. Je crée aussi quelque chose qui est à moi. Voilà, il y a un aspect vraiment ludique et créatif qui me manquait un petit peu dans ma vie. Et le fait d'avoir cette sensation d'avoir un espace à moi, quoi. Alors que quand je suis à mon cabinet, c'est l'espace de mes patients. Et ça me permet un bon équilibre. Et puis après, tout simplement, en fait, faire des vidéos, parfois ça me motive, voire ça me force à m'occuper de mes plantes ou à faire des choses en lien avec les plantes. Parce qu'il y a des fois, très clairement, j'aurais eu la flemme de, voilà, par exemple, mettre cette plante sur tuteur, rempoter cette plante. J'aurais procrastiné pendant des semaines et des mois, et là comme je suis en train de vlogger et que de toute façon j'ai envie de faire quelque chose en lien avec les plantes dans le vlog, je me dis tiens, j'ai cette plante à rempoter et j'en profite. C'est complémentaire avec la passion des plantes du coup. Ensuite, dans quel pays pourrais-tu vivre? Alors je pense un pays du Nord. J'ai beaucoup aimé l'Islande et notamment la capitale, la ville de Reykjavik, parce que bon, sinon après l'Islande c'est un peu désertique, hein, donc c'est des paysages magnifiques, mais pour y habiter c'est surtout Reykjavik, et j'ai adoré Reykjavik. Enfin, c'est vraiment une ville dans laquelle je me verrais
tout à fait vivre. Sinon, j'ai eu un gros coup de cœur aussi pour Copenhague au Danemark. Donc voilà, je pense que si je devais vraiment choisir, je vivrais à Copenhague. Même si pourtant je suis très frileuse, donc les pays du Nord, c'est pas terrible. Et puis en plus, bon bah il fait quand même nuit une bonne partie de l'année. Mais c'est vrai que j'adore l'ambiance là-bas. Il y a quelque chose de serein, d'épuré. Et puis il y a un petit peu ce mélange entre à la fois c'est très chaleureux et puis à la fois voilà il y a ce côté un petit peu plus froid, mais que j'aime bien parce que moi je suis quand même quelqu'un d'assez introverti. Enfin, j'adore l'ambiance des pays du Nord. Ensuite, il y a quelqu'un qui me disait j'ai pas de questions, mais juste pour te dire que je suis toutes tes vidéos et j'adore. Bah, merci, vraiment, merci beaucoup. Ça me touche énormément que tu prennes le temps de me dire ça, donc merci beaucoup. Ensuite, quelqu'un qui me disait que dans ma dernière vidéo, j'avais parlé d'un entretien d'embauche. Oui, en effet. Alors, en fait, c'était un entretien d'embauche avec un organisme de formation. Donc, en fait, c'est un entretien d'embauche pour devenir formatrice chez eux et donc être envoyée en mission de formation un petit peu partout en France. Voilà, donner des formations en santé mentale et en psychologie dans des hôpitaux, dans des entreprises. Mais ça serait du coup un poste comme indépendante. Je ne serais pas salariée. Et ça s'est plutôt bien passé. Ensuite, quelqu'un me demandait comment je faisais pour gérer mes insomnies, si je prenais des médicaments. Alors non, je prends pas de médicaments. Enfin, à une époque, je prenais pas mal de mélatonine, donc quelque chose qui favorise l'endormissement, parce que la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, alors qui est en vente libre, sauf quand on dépasse une certaine dose, c'est sur prescription médicale. Moi, c'était sur prescription médicale. Maintenant, j'ai un petit peu arrêté de prendre de la mélatonine, parce que honnêtement, ça m'a pas apporté grand-chose. Après, il faut savoir que moi, en fait, je dis que je suis insomniaque, mais c'est un petit peu une simplification. J'en parlerai un petit peu plus dans une vidéo qui sera dédiée sur mes troubles du sommeil, je pense, parce que c'est un petit peu compliqué de résumer ça, mais en fait, j'ai ce qu'on appelle une inversion, alors une dérégulation, et pour le coup même une inversion des rythmes circadiens. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je suis un petit peu inversée au niveau du jour et de la nuit. Si vraiment je me laisse aller, c'est-à-dire si je ne fais pas un effort pour limiter ça, je suis vraiment capable d'inverser complètement le jour et la nuit. Et donc ça m'est arrivé dans ma vie d'avoir des périodes où je me couchais, honnêtement, ça m'est arrivé, ouais, je me couchais à 9-10 heures du matin et je me réveillais à 18 heures. Complètement inversé, qui, comme vous vous en doutez, n'est pas du tout adapté à notre société, quoi. Socialement, c'est très compliqué. J'essaye quand même la majeure partie du temps de me réguler, mais je vais très rarement aller me coucher avant 4 heures du matin. Là, en ce moment, je me couche vers 6-7 heures du matin. Et je vais rarement me lever avant 11h30, midi, et si vraiment je me couche très très tard, ça m'arrive de me lever plutôt vers 14-15 heures. Donc voilà, j'ai un rythme qui est complètement en décalage. C'est ce qui fait aussi que la plupart de mes contraintes, je les place l'après-midi. Après, quand j'ai pas le choix, ça m'arrive d'avoir des choses qui sont le matin, et dans ces cas-là, en général, simplement je dors très peu ou je fais des nuits blanches, quoi. Ça m'est arrivé évidemment d'essayer de me recaler et donc de me coucher tôt et de me lever tôt pendant un certain temps, voilà, de m'astreindre, mais c'est pas du tout naturel pour mon organisme, parce que c'est vraiment un dérèglement aussi de l'horloge interne, quoi. Donc c'est pas du tout naturel pour mon organisme, et très progressivement je finis toujours par me redécaler. Et alors il y a des traitements qui existent, mais c'est assez compliqué. Je vous en parlerai plus dans ma vidéo sur le sommeil du coup. Et donc comment je gère mes insomnies ou mes troubles du sommeil, c'est voilà, j'ai adapté mon quotidien, mon environnement à ça. Je travaille la nuit, je fais beaucoup de choses la nuit, je m'occupe de mes plantes, je prépare mes cours, etc. Et ensuite mes contraintes, je les place plutôt l'après-midi ou en début de soirée. Et puis en général, voilà, le matin, je me repose, quoi. Sauf exception, et où là, voilà, par exemple, quand je suis allée rendre visite à Marjorie, que mon train il était à 7 heures du mat, j'ai quasiment pas dormi, et j'étais très fatiguée la première journée, et donc voilà, quoi. Je me suis habituée à mes troubles du sommeil et j'essaye d'adapter mon quotidien le plus possible à ça, mais c'est quand même très contraignant. J'ai pas de solution miracle. Après, la personne qui m'a posé cette question me disait qu'elle avait des problèmes d'insomnie. Faut pas hésiter à aller consulter en unité de sommeil, voilà. Enfin, ça va pouvoir permettre d'évaluer vraiment ta situation, comment fonctionnent tes troubles du sommeil et quel traitement pourrait être adapté. Moi, personnellement, j'ai toujours refusé de prendre des somnifères. C'est une solution qui est temporaire finalement, et il y a toujours le risque d'avoir du mal à s'en passer après et d'avoir du mal à s'endormir sans. Ensuite, quelqu'un me demandait, c'est gentil comme question, comment tu vas vraiment toi? Merci beaucoup de poser la question, et je vais plutôt bien. J'ai encore des symptômes résiduels de ma dépression, ce qu'on appelle des symptômes résiduels. Voilà, c'est des choses qui restent même si l'épisode dépressif n'est plus vraiment présent. C'est très... Voilà, c'est très temporaire, c'est très fluctuant, mais je sens que je n'ai pas retrouvé toutes mes ressources et capacités d'avant, mais je vais bien, j'ai l'envie de faire les choses, j'ai quand même l'énergie de faire les choses, enfin ça n'a rien à voir avec avant, je me sens plutôt bien. En plus, en ce moment, j'ai pas beaucoup d'anxiété, voilà, je me sens plutôt sereine en moyenne. Ça fait du bien. J'espère que toi aussi, tu vas bien, du coup, en ce moment. Ensuite, on va passer aux questions psycho. Donc voilà, questions en rapport avec la psychologie. La première, c'était quelqu'un qui me demandait, dans le cadre de mon travail de psychologue, du coup, quelle était la pathologie chez une personne que je trouvais la plus dure à comprendre et à aider.
Alors ça c'est très individuel parce qu'en fait ça va dépendre des psys. Il y a des psys qui vont avoir du mal à travailler avec tel type de patients, tel type de pathologie, et puis d'autres, voilà, ça va être d'autres types de personnes. Moi, ce qui m'a posé le plus de difficultés dans ma pratique, dans ma carrière, c'est toutes les personnalités autour de la perversion, de la manipulation, des personnalités très narcissiques. Parce qu'en fait, c'est des patients et patientes avec qui je vais avoir beaucoup de mal à avoir de l'empathie finalement. Mais du coup, ça rend le travail avec eux assez difficile. Et puis en plus de ça, c'est souvent des personnes qui, elles, n'ont aucune capacité de remise en question. Et donc du coup, entre moi qui ai du mal à avoir de l'empathie pour eux, eux qui sont peu dans la remise en question, ça rend le travail thérapeutique un petit peu difficile. Et donc en plus, c'est des personnes qui en général ne sont pas en demande de changement, en tout cas ne sont pas en demande de changement sur ces aspects de leur personnalité. Ils peuvent venir en consultation pour d'autres choses, mais du coup souvent, quand il y a des troubles de la personnalité de ce type-là à côté, ça rend le travail très compliqué. Et moi, voilà, j'ai eu quelques difficultés autour de ça. Ça m'est arrivé d'en réorienter certains auprès de collègues, parce que quand on est psy, il faut savoir aussi identifier quelles sont peut-être les choses qui nous posent difficulté, que ce soit des pathologies, des types de personnes, des types de suivi avec lesquels on a un petit peu plus de mal, et de réorienter vers des personnes qui seraient plus adaptées pour prendre en charge ces personnes-là, parce qu'aucun psy n'est parfait, aucun psy ne peut tout prendre en charge. On a chacun aussi notre propre fonctionnement qui fait que on ne peut pas toujours être compétent et compétente partout, quoi. Ces fonctionnements-là, ces personnalités-là, ça me crée quelque chose de trop négatif, et ça entrave trop ma capacité à être une bonne psy pour ces personnes. Ensuite, quelqu'un me demandait si je pensais refaire des vidéos psy, et qui me disait que voilà, elle avait adoré les vidéos psycho. Bah oui, merci beaucoup déjà, ça me fait plaisir. Et puis oui, je vais refaire des vidéos psy, j'adore faire des vidéos psy, même si c'est des vidéos qui sont beaucoup plus longues à faire, c'est-à-dire c'est beaucoup plus de préparation avant, et puis surtout le tournage est un petit peu plus long, le montage est plus long, enfin voilà, c'est plus compliqué à faire, ça prend plus de temps, c'est plus chronophage, mais c'est pas grave, hein, c'est quand même toujours un plaisir de le faire. Par contre, je le fais de façon beaucoup plus occasionnelle, voilà, peut-être une fois tous les 2 mois, ce moment. Et puis en plus de ça, je veux quand même que la chaîne reste étiquetée plante, quoi. En plus, c'est vrai que comme je donne des cours de psycho, et bah parfois c'est un peu en redite avec les cours que je donne, et donc ça me permet un petit peu moins de déconnecter finalement, alors que voilà, les plantes, ça me permet beaucoup plus de déconnecter, mais je vais en refaire. Je sais pas encore sur quoi, mais ça viendra en temps et en heure, je ne sais pas quand. Ensuite, quelqu'un me demandait si j'étais psychothérapeute. Oui, je suis psychothérapeute, je suis psychologue, psychothérapeute et docteur en psychologie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que psychologue et les 3 sont des titres protégés. Donc voilà, il faut avoir le diplôme associé pour pouvoir s'appeler comme ça. Et donc un jour je vous ferai une vidéo pour vous parler de la différence entre psychologue, psychothérapeute, etc. Psychiatre, psychanalyste. En fait, quand on a le titre de psychologue via les études de psychologie, on a plus ou moins automatiquement le titre de psychothérapeute avec. Ensuite, quelqu'un me demandait quel public je recevais à mon cabinet. Alors moi, je reçois des patients adultes exclusivement. Et puis, je suis spécialisée plutôt dans les troubles de l'humeur, donc dépression, bipolarité, les troubles anxieux, donc voilà, troubles anxieux généralisés, les phobies, l'agoraphobie, la phobie sociale, les TOC, le stress post-traumatique. Après, j'ai pas mal aussi de suivis qui vont plus tourner autour de l'estime de soi, la confiance en soi, et puis parfois simplement aussi le soutien auprès d'événements difficiles. Par exemple, quelqu'un qui a vécu un deuil, une séparation, qui est malade. Donc voilà, ça m'arrive aussi de prendre un petit peu en charge des addictions, mais beaucoup moins. Donc voilà un petit peu ce que je reçois principalement. Ensuite, quelqu'un me demandait comment savoir si on est bipolaire. Alors, si tu te poses des questions, si tu as des doutes, faut pas hésiter à aller consulter un psychiatre, parce que c'est vraiment lui qui pourra faire une démarche diagnostique et du coup, voilà, pouvoir déterminer s'il y a la présence d'un trouble bipolaire ou pas. Après, quand même, pour voilà, te donner quelques pistes de réponse. Globalement, le trouble bipolaire, en fait, ça va consister en l'existence de 2 phases. La phase dépressive. Donc la phase dépressive, ça va être des périodes d'apathie, de grande tristesse, où on a envie de rien, où on a une fatigue autant physique que psychique, on a l'impression un petit peu que tout est ralenti, etc. Enfin voilà, des périodes dépressives. Et puis des phases maniaques, des périodes maniaques. Donc où là, ça va être un petit peu l'inverse. Il va y avoir beaucoup d'euphorie, d'hyperactivité, un petit peu comme si tout s'accélérait à fond, que ce soit le fait de faire les choses, on va faire plein de choses, avoir plein de projets, mais qu'on va jamais finalement réussir à aboutir parce qu'on va sauter un peu tout le temps du coq à l'âne, on va parler beaucoup plus vite, on va parler énormément, on a l'impression de penser beaucoup plus vite que notre pensée est accélérée. Donc voilà, autant la phase dépressive, tout est un peu ralenti, la phase maniaque, tout est un peu accéléré, mais parfois dans la phase maniaque, c'est jusqu'à poser vraiment des difficultés, notamment de prendre des décisions un petit peu déraisonnées, du type acheter des choses qui sont en dehors de notre
notre budget, etc. Voilà, parce qu'on n'a pas tout notre discernement à ce moment-là. Et donc, si tu as l'impression d'observer au cours de ta vie des alternances entre des phases dépressives et des phases un peu maniaques comme ça, peut-être que effectivement, ça peut être un signe de trouble bipolaire, et dans ces cas-là, qu'il faut aller plutôt faire vérifier, entre guillemets, diagnostiquer auprès d'un professionnel de santé, surtout qu'il y a des critères assez précis et il y a plusieurs types de bipolarité. Et donc voilà, c'est vraiment dans un cadre professionnel que tu pourras répondre à cette question. Ensuite, quelqu'un me demandait, tu fais de la formation sur quel sujet précisément? Alors moi, je donne des formations en santé mentale de façon générale. Donc les principales formations que je donne, ça va être en psychiatrie. Et puis je donne aussi des formations liées à certains types de psychothérapie, et notamment les thérapies comportementales et cognitives, qui sont un petit peu ma spécialité. Et donc voilà, je vais donner des formations à d'autres psychologues ou à des psychiatres ou voilà, à certains professionnels de santé dans le cadre de diplômes universitaires. Je vais donner des formations aussi à l'hôpital. Et puis après, j'enseigne à l'université voilà, auprès d'étudiants en licence, master. Donc du coup, voilà, j'enseigne la psychologie, la psychopathologie. Et ensuite, la même personne me demandait, est-ce que tu ne trouves pas que les psys ont leurs limites? Donc, la personne me disait que en thérapie plutôt analytique, donc en psychanalyse, ça permettait parfois de prendre conscience des raisons profondes de nos difficultés, mais que ça permettait pas forcément de les dépasser, et que à contrario, avec la thérapie comportementale, qui parfois était un petit peu plus directement efficace, mais on pouvait se heurter au fait que les causes profondes revenaient et donc les symptômes se déplaçaient. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, du coup c'est peut-être une question un peu technique, mais pour te répondre, alors évidemment les psys ont leurs limites, mais alors j'ai envie de dire comme toutes les professions et comme tout le monde finalement. Les psys n'ont pas vocation à pouvoir tout résoudre, de la même façon que la médecine n'arrive pas à tout résoudre, à tout soigner, à tout traiter. Donc chaque profession a ses limites. Après, moi personnellement, je prône une psychologie qu'on peut appeler intégrative, c'est-à-dire qui va combiner différents types de thérapies pour pouvoir justement proposer quelque chose qui va être adapté à la personne et qui va pouvoir travailler sur différents aspects de la personne, que ce soit les symptômes précis ou les causes profondes, qui permet aussi de prendre le plus en compte la globalité de la personne et de pouvoir proposer quelque chose de personnalisé, d'individualisé par rapport aux difficultés qu'elle a, elle. Après, il faut savoir que moi, je ne fais pas beaucoup de psychanalyse. C'est vrai que la psychanalyse, pour moi, c'est quelque chose qui parfois manque un petit peu de fondement, notamment de fondement scientifique. Et donc c'est vrai que j'aime bien utiliser des types de psychologie, de psychothérapie un petit peu plus scientifiques, avec des modèles qui ont été un petit peu plus démontrés par la recherche, on va dire. Après, ce que tu disais par rapport à la thérapie comportementale et au déplacement des symptômes, je suis pas complètement d'accord, parce que oui, la thérapie comportementale c'est un petit peu limité, mais de nos jours on fait des thérapies comportementales, cognitives et émotionnelles, voilà les TCC, et maintenant on parle de TCCE, donc thérapie comportementale, cognitive et émotionnelle, et où en fait là on va pas travailler juste sur le symptôme et juste sur le comportement, on va travailler sur le rapport au monde, sur la façon de penser, sur les schémas internes, sur le rapport aux émotions, et donc c'est vraiment un ensemble bien plus large de techniques thérapeutiques qui, je trouve, vont aussi s'attaquer aux raisons profondes. Simplement, les causes profondes identifiées par ce type de thérapie ne sont pas les mêmes que celles identifiées par les thérapies un petit peu plus analytiques, psychanalytiques, mais l'idée de ce type de thérapie comportementale, cognitive et émotionnelle, c'est pas juste de travailler sur le symptôme et pas sur la cause derrière. Enfin ça, je pense que c'est un petit peu un peu une caricature qui est véhiculée sur ces thérapies-là, notamment en France. Et d'ailleurs, les études scientifiques montrent que ce déplacement de symptômes en fait ne se retrouve pas. Ça n'a pas été vraiment prouvé, quoi. Au contraire, on observe plutôt l'inverse, c'est-à-dire que quand on travaille quelque chose en thérapie TCC, enfin comportementale et cognitive et émotionnelle, ça donne à la personne des capacités psychologiques et des ressources psychologiques qui vont lui permettre aussi de généraliser à d'autres choses et donc de travailler sur d'autres choses. Et donc on va repérer plutôt des améliorations plus larges que ce sur quoi on travaillait. C'est plus l'inverse que le déplacement qu'on observe en fait dans la réalité. Bon, désolé, c'était un petit peu technique. J'en parlerai peut-être un petit peu plus précisément dans des vidéos dédiées sur lesquelles simplement juste les personnes intéressées par tout ça pourront cliquer. Ensuite, quelqu'un me demandait comment je gérais les moments de down, donc les moments où j'allais pas bien. Et effectivement, j'ai régulièrement des moments de down dans ma vie. Enfin voilà, je pense que j'ai toujours eu et j'aurai toujours des périodes un peu comme ça où je descends un peu. Mais heureusement, depuis mon dernier épisode dépressif, je n'ai pas ressombré. C'est-à-dire que voilà, ça va rester fluctuant, mais je vais pas vraiment replonger
en dépression, faire un vrai épisode clinique quoi. Et du coup les moments simplement de down comme ça, honnêtement je les accepte. Je les accepte quand je vois que j'ai des journées comme ça, même des semaines comme ça, et je prends plus de temps pour moi, plus de temps pour me reposer, je déculpabilise, je me dis que voilà, c'est aussi mon fonctionnement qui est comme ça, et c'est un jour sans, et ça sera un jour sans et c'est pas grave. J'accepte de me sentir mal, j'attends un peu que ça passe, et si jamais je vois que je sens que je tombe un peu trop, soit que ça dure un peu trop longtemps, soit que c'est un peu trop marqué, là par contre j'essaye de mettre des choses en place. J'ai repéré un petit peu les facteurs à risque, les choses qui ont tendance à me faire replonger, et j'ai repéré aussi un petit peu les choses qui ont tendance à m'aider, et donc j'essaye de remettre ça en place. Et je pense qu'un des aspects les plus importants aussi, c'est de pouvoir faire aussi la paix un petit peu avec ces moments de down, de négativité, et vraiment accepter les jours sans, accepter les moments où ça va pas, et accepter de les vivre comme ça aussi, et d'en profiter du coup pour se centrer sur soi, prendre soin de soi. Ça puisse être à la limite vraiment un moment de coupure, de repos psychique. Mais après ça dépend aussi des moments, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va pas et je sens que j'ai besoin de rester chez moi, de limite de rester un petit peu dans mon coin et d'attendre que ça passe en gérant ça moi avec moi-même. Et puis il y a des moments où je sens que j'ai besoin de m'activer un peu plus. Je sens que le fait de sortir, de voir du monde, de faire quelque chose, ça va me rebooster un petit peu. Donc ça dépend aussi, je pense qu'il faut aussi apprendre à se connaître, apprendre à s'écouter et s'observer au quotidien pour savoir ce dont on a besoin et accepter de se l'offrir quoi. Et dans ces moments-là, de savoir se faire passer un petit peu en premier quoi. Mais du coup, je différencie évidemment les moments de down plus des fluctuations mais qui ont tendance à se résorber spontanément que les épisodes dépressifs où là je plonge vraiment et où là j'ai besoin d'aide, et si ça réarrive, je vais de nouveau aller voir ma psychiatre, relancer un traitement, etc. Et donc là où je pense que c'est important de chercher une aide professionnelle, médicale, psychologique. Et enfin, quelqu'un me demandait si j'avais des conseils pour gérer les addictions. Pour donner des conseils sur les addictions, en fait, il faudrait une vidéo entière sur les addictions, et même là, ça serait pas suffisant. À nouveau, le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est d'en parler à un professionnel pour vraiment que la personne puisse proposer quelque chose qui est adapté à ta situation, à toi, à ton fonctionnement, à toi, à tes difficultés à toi. Ça met en jeu plein de mécanismes à la fois psychologiques mais aussi physiologiques très complexes. Je ferai une vidéo spécialement dédiée à ça. Après, il y a plusieurs axes à travailler en général. Ce serait intéressant aussi de voir qu'est-ce que ça vient combler, quoi. S'intéresser un petit peu à quelles sont les racines autour de ces difficultés-là, donc à nouveau en thérapie. Et puis après, à côté de ça, c'est aussi important de pouvoir travailler plus sur le plan un petit peu comportemental, et donc d'apprendre aussi à nouveau avec un thérapeute à mettre en place des stratégies pour mieux réguler ça au quotidien. C'est important de voir en fait comment ça fonctionne exactement chez toi, c'est-à-dire déjà dans quel moment tu vas avoir ces difficultés-là. Est-ce que c'est des moments où tu te sens vide? Est-ce que c'est des moments où tu te sens anxieuse? Est-ce que c'est des moments où tu te sens triste, déprimée? Donc voilà, à quoi ça vient répondre. Est-ce que c'est une difficulté qui est vraiment purement comportementale, c'est-à-dire une habitude, une compulsion qui a été tellement prise comportementalement que ça devient difficile de stopper l'automatisme? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui vient essayer de compenser un manque au niveau psychologique, affectif? Et en fait, les pistes de solutions, elles vont beaucoup dépendre en fait de la façon dont ça se passe chez toi. Il faut déjà explorer ça plus en détail, comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes impliqués. Et ensuite, une fois que ça aura été analysé, le ou la thérapeute pourra essayer de proposer quelque chose d'adapté à ça. Moi, je sais par exemple que le tabac, j'avais une énorme dépendance physiologique déjà, forcément. J'avais aussi une énorme dépendance comportementale, l'habitude du geste. J'avais aussi une énorme dépendance psychologique, c'est-à-dire que pour moi le tabac, la cigarette, c'était un peu mon doudou. Donc dès que j'avais une émotion, que ce soit une émotion positive ou une émotion négative, il fallait que j'y réponde par la cigarette. Et puis c'était aussi devenu un petit peu un conditionnement au quotidien. J'avais l'habitude de fumer en faisant tout quoi. Et donc au bout d'un moment, tout était associé au tabac, et donc il fallait aussi un petit peu casser ce cercle vicieux-là. Après, au niveau de mes achats compulsifs, je sais que c'est des choses qui arrivent plutôt quand je m'ennuie, que je me sens un peu vide, ou un peu, que je suis toute seule la nuit pendant une insomnie. Et là, ça vient un petit peu combler quelque chose, c'est-à-dire j'ai besoin de créer une sensation, j'ai besoin de me créer un petit peu artificiellement du plaisir, quoi. Et voilà. Bon, en tout cas, dans tous les cas, c'est important de pouvoir le travailler avec un ou une professionnelle. Toutes les personnes sont différentes, toutes les situations sont différentes, et donc ça va dépendre aussi beaucoup de toi. Bon, autant vous dire que ça fait plus ou moins 2 heures que je tourne. C'est vrai que je m'attendais pas à recevoir autant de questions, alors en même temps ça m'a fait super plaisir, donc vraiment merci beaucoup pour toutes celles et ceux qui ont contribué. J'espère que j'ai oublié personne, tout à fait possible que je sois passée à côté de quelque chose. Je suis vraiment désolée si c'est le cas, j'ai essayé de répondre à tout le monde. J'espère que c'était pas trop blabla pour vous, que
voilà, que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Et puis j'ai hâte de vous tourner ma prochaine vidéo parce que voilà, j'ai fait pas mal de changements au niveau de l'agencement. Enfin, il y a du nouveau chez moi. Impatiente de vous montrer tout ça. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!